Salut à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo réaction à une vidéo disponible sur la chaîne Elucide où Frédéric Farah, économiste, professeur de sciences économiques et sociales, nous parle du décrochage industriel de la France qui est lié à l'euro. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots, de manière assez simple, hein, pour que l'on puisse bien comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné, pourquoi ça a échoué? Ici, on te présente un petit graphique qui est quand même assez intéressant. Je pense qu'il va pouvoir t'aider à répondre à cette question, puisqu'on voit qu'au moment de l'introduction de l'euro au début des années 2000, la production industrielle a complètement décliné. Donc c'est particulièrement notable pour la France, on le voit également pour l'Italie, pour l'Espagne, en gros les pays périphériques. Tandis que l'Allemagne a très bien tiré son épingle du jeu. Comment on peut expliquer ça? En fait, qu'est-ce que va fabriquer l'euro? Alors avant d'interpréter ce graphique et d'en apporter quelques éclairages. En fait, la question de l'euro, c'était de se dire, on peut faire l'euro si on est de ce qu'on appelle, dans la littérature économique, une zone monétaire optimale. Ça voulait dire quoi? C'est-à-dire que quand il y a un choc, par exemple un choc qui affecte un pays et qui se répand aux autres, on appelle ça en économie le choc qui affecte un endroit et qui ensuite pourrait aller chez les autres, ce qu'on appelle un choc asymétrique, par exemple, la réunification allemande. On avait dit quand il y a un choc, est-ce qu'on peut se débarrasser de sa monnaie pour amortir ce choc? On avait dit on peut se débarrasser de sa monnaie si les facteurs de production, c'est-à-dire le capital, travail circulait librement, si éventuellement il pouvait y avoir des transferts d'une région à l'autre, parmi les X critères. Il y avait d'autres critères. Les économistes avaient établi que la zone euro, ou celle qui avait constitué une zone euro, était une zone monétaire qui n'était pas suffisamment optimale. Pourquoi est-ce que la zone euro n'est pas une zone optimale? Parce que tout simplement, les pays qui la composent sont différents. Les Français ne fonctionnent pas comme les Allemands ne fonctionnent pas comme les Espagnols ne fonctionnent pas comme les Néerlandais, ainsi de suite. Nous ne travaillons pas de la même manière, nous n'avons pas le même tissu économique, et l'Union européenne essaie par la force des choses faire converger les économies en faisant adopter à la France, à d'autres pays des réformes structurelles, par exemple sur l'assurance chômage, sur la réforme des retraites, pour flexibiliser le marché du travail, pour flexibiliser l'économie et pour qu'on soit plus compétitif. Sauf que le souci, c'est que ok, c'est on va dire une solution, mais une solution douloureuse pour les peuples, parce que nous ne fonctionnons pas comme les Allemands, nous ne pensons pas pareil. Les Italiens, c'est la même chose, les Grecs, c'est la même chose. Nous sommes différents, nous avons des systèmes socio-économiques différents. Donc, vouloir faire converger les économies vers quelque chose, vers une chose commune, vers une zone commune où tout est pareil, avec un même salaire, des mêmes normes, des mêmes lois, et qui ne correspondent pas à un certain peuple, c'est malheureusement impossible. Impossible parce que, en fait, tout ce système qui doit se mettre en place se fait dans la souffrance et dans la privation de liberté, de souveraineté du peuple. Parce que les Français ne veulent pas de la réforme des retraites, ne veulent pas changer leur système social, ne veulent pas détruire les services publics. Les Français ne veulent pas que la France devienne un territoire où c'est le capital qui gagne. Par conséquent, tout ça se fait dans la douleur et on bascule de plus en plus vers une dictature parce que tout est dicté par la Commission européenne, par la BCE et les Français n'en veulent pas, mais ils ne comprennent pas que tout ce qui arrive en France, quasiment, provient de l'Union européenne. Donc, il y avait deux stratégies possibles, ensuite je reviens au graphique. Il y avait deux stratégies possibles pour faire l'euro. Soit la stratégie Nike, just do it, soit la stratégie du couronnement. Just do it, on est une zone très divergente, etc., mais on le fait quand même en espérant que ce sera bien, donc just do it, fais-le. Soit c'est la stratégie du couronnement, c'est-à-dire les économies convergent, et une fois qu'elles ont convergé réellement en termes d'emploi, de productivité, de recherche et développement, de rapport à l'environnement et tout, on met un couronnement, la monnaie unique. Qu'est-ce qu'on choisit les Européens? Just do it. C'est-à-dire Nike, la stratégie Nike. Alors oui et non. Non parce que avant l'arrivée de l'euro, le gouvernement français s'est préparé à la mise en circulation de l'euro. Et pour préparer tout cela, le gouvernement a pratiqué la politique du franc fort. Un franc qui s'est apprécié par rapport à ce qu'il était avant, qui a eu pour conséquence de commencer à foutre en l'air notre économie et nos industriels. Parce que, comme je vous l'ai dit et je vous le redis encore une fois, normalement, la monnaie sert
à favoriser notre économie et la monnaie doit être à l'image de notre économie. Or, nous avons voulu converger vers l'euro en faisant apprécier le franc et en le faisant donc pas naturellement entre guillemets et en le faisant du coup artificiellement, ce qui n'a pas eu grand succès. Et lorsque l'euro a été introduit, les conséquences ont été encore plus désastreuses. Et donc non, parce qu'on a commencé à préparer et à vouloir faire converger notre économie vers une économie avec une monnaie forte. Et oui, parce que nous avons fait ça économiquement, mais tout ce qui est au niveau social, au niveau de notre fonctionnement, nous n'avons pas fait les réformes nécessaires pour faire converger toute notre économie. Et en fait, là, nous sommes en train de le faire. Donc ça veut dire que au lieu de l'avoir fait avant, nous le faisons pendant. On met dans le graphique. En fait, ce graphique est très intéressant parce qu'il montre très largement qui sont les dindons de la farce. Donc les dindons de la farce, c'est nous, parce que c'est très intéressant de voir que dans toute la phase qui va de 2001 à peu près à 2010, la France va vivre les années de l'euro fort, et même si effectivement il y a un petit regain de la production industrielle, mais on voit bien que la France voit sa production industrielle se tasser, elle va payer très cher les années de l'euro fort, et en même temps, donc la France rentre dans un processus de désindustrialisation qui est très inquiétant, alors qu'il n'est pas lié qu'à l'euro. L'euro, un des éléments, mais ce n'est pas le seul, on pourrait y revenir. Et aussi, ça procède évidemment à l'Italie, évidemment, qui va être également perdante dans cette histoire et qui voit aussi sa base industrielle, parce qu'ils vont vivre, la France et l'Italie, avec des monnaies trop chères. Et en fait, on va se retrouver avec une Allemagne qui, elle, va tout gagner. Alors pourquoi elle va tout gagner? Elle va tout gagner parce qu'elle va vivre avec les avantages du marque, mais un marque sous-évalué par rapport aux marques du passé. Donc en gros, elle réussit, l'Allemagne, à augmenter sa production industrielle. En plus, elle va réussir à faire des délocalisations de proximité dans les pays d'Europe centrale et orientale. Donc, d'une certaine façon, et profitant d'une énergie à bas coût, à l'époque, qui était l'énergie gazière russe, entre autres, c'est les années Merkel. Donc, en fait, l'Allemagne est les grandes gagnantes de l'euro et elle dame le pion de ces deux rivaux, France-Italie, qui eux se désindustrialisent. Qui se désindustrialise aussi de manière massive, c'est l'Espagne, et qui va choisir une stratégie de croissance qui va être fondée sur l'immobilier, entre autres, et l'endettement des ménages, ce qui va pas être terrible. Et donc, résultat des courses, l'Allemagne est très largement gagnante de l'affaire. Et comme en plus, à l'époque, l'Allemagne écrase sa protection sociale avec les réformes du marché du travail qui sont suivies sous Gerhard Schröder, donc elle réduit son coût du travail, elle a une monnaie sous-évaluée, elle fait des délocalisations de proximité et bénéficie d'une énergie bon marché. Pendant ce temps, nous, on vit avec un euro fort, sans compter évidemment toutes les orientations de politique économique chez nous qui se sont mis à réaliser trop tardivement l'importance de l'industrie. L'Italie perd les avantages dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire une monnaie sous-évaluée qui l'aidait. Donc elle se retrouve perdante vis-à-vis de l'Allemagne, vis-à-vis de la France, même si sa base industrielle à l'Italie aujourd'hui reste supérieure à celle de la France. Et les pays du Sud, évidemment, connaissent une désindustrialisation accélérée à cause du marché unique, mais complétée par l'euro. Donc on voit ici le début de la grande divergence, donc c'est-à-dire l'Allemagne qui, elle, continue son chemin industriel, même si aussi elle est déclinante, mais elle décline moins vite que les autres, parce que quand il y a les émergents qui arrivent, Chine et les autres, la Chine prend des parts de plus en plus importants, la France et l'Allemagne déclinent, mais sauf que l'Allemagne décline plus lentement que la France. Et donc, en fait, qu'est-ce que fait l'euro? Eh bien, au lieu de créer de la convergence, crée de la divergence. Donc, effectivement, et donc cette divergence est de plus en plus problématique. Et qu'est-ce que va faire, évidemment, la BCE quand viendront les crises? Évidemment, elle va acheter du temps en tant que telle. Mais qu'est-ce qui est très problématique, c'est qu'on assiste à une désindustrialisation du sud de l'Europe. Et aujourd'hui, du fait du fonctionnement du marché unique et de l'euro, on est dans des logiques tel qu'on en parlait dans les années 70-80, avec le tiers-monde, centre-périphérie. Donc il y a un centre qui reste effectivement industrialisé, qui prend un bout de l'Italie, avec les Pays-Bas, une partie de l'Europe centrale avec l'Autriche, et de l'autre des pays du Nord comme les Pays-Bas, et toute une partie de l'Espagne, de la France, etc., se désindustrialise. Donc en fait, on est dans une logique centre-périphérie, et aujourd'hui, c'est très notoire aussi pour des pays comme la Grèce, qui évidemment qui a perdu sous l'effet de la crise et des mesures qui ont été imposées la base industrielle qui était la sienne, et qui devient quelque chose de très problématique, c'est-à-dire un pays essentiellement tourné autour du tourisme, c'est-à-dire qui fabrique peu de productivité. Donc on voit que l'Union européenne a imposé un cadre ultra concurrentiel qui favorise énormément le dumping social et les dumpings fiscaux. Et l'Union européenne n'est pas protectionniste. Et c'est bien ça le souci. Même le pays le plus, on va dire, capitaliste, les États-Unis, se protègent des investisseurs étrangers.
La Chine, au niveau du commerce international, elle est ultra capitaliste, mais en son sol, elle est, on va dire, communiste. Et ces deux systèmes qui sont différents ont une particularité en commun, c'est le protectionnisme. Voilà. En France, n'importe quelle entreprise peut se faire acheter par les Chinois, les Indiens, les Américains. Voilà. Par contre, allez racheter des entreprises en Chine, allez racheter des entreprises aux États-Unis. Allez-y, vous verrez. Et c'est l'une de nos faiblesses, c'est-à-dire que on peut se faire acheter par n'importe qui, mais nous ne pouvons pas racheter n'importe qui. Et les Chinois ont eu l'intelligence de s'ouvrir au monde, mais pas totalement. C'est-à-dire que nos entreprises, pour s'installer en Chine, doivent être détenues à 50% par des capitaux chinois. Et c'est là où la Chine a connu un développement exponentiel, parce que nos technologies ont été mises aux mains des Chinois. Sans parler des entreprises étrangères qui viennent en France, qui achètent des entreprises, qui rachètent tous les brevets, qui ferment les entreprises en France et qui se cassent. Voilà. Et le flex de Macron, c'est Choose France. Oui, venez racheter les entreprises françaises. Au lieu de soutenir l'économie française, soutenir nos patrons français, de conserver leur entreprise, voilà, son, sa fierté provient du fait que, allez, choisissez la France, venez investir en France, venez racheter des entreprises françaises, voler nos brevets, voler notre savoir-faire, piquer la caisse de nos entreprises et cassez-vous. Et ça a été permis grâce à l'Union européenne. Enfin, à cause plutôt. À cause de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui interdit aux États de tout simplement contrôler les mouvements de capitaux, euh, qui interdit aux États de favoriser des entreprises françaises dans leurs commandes publiques, qui interdit tout simplement le protectionnisme. Et les quelques multinationales que nous avons ont bénéficié de cet article, on en profitait pour se casser ailleurs, en Europe de l'Est, dans les pays asiatiques, au Pakistan, en Inde, en Chine, au Vietnam, et certains pays européens en profitent. En résumé, l'Europe de l'Est, qui a profité très largement des délocalisations des entreprises françaises, espagnoles, italiennes, enfin des pays développés de l'Europe. Merci l'Union européenne. Elle est où la solidarité européenne qu'on nous a vendue? Je vais être un peu méchant. Il y a des gens dans l'espace public, que ce soit médiatique, politique, qui ont envie de croire que l'hirondelle fait le printemps. Et à partir de petits éléments, se disent, regardez, ça change. Alors comme je vais être honnête, voilà ces petits éléments. Certains ont dit, on a quand même mutualisé un plan de plus de 700 milliards de relance, etc. Et donc, c'était le signe. Certains nous ont raconté avec plein de trémolo dans la voix le moment hamiltonien, la naissance d'un fédéralisme en cours, et il faut, voilà, prendre des airs, etc. Ensuite, on a dit, oui, on a créé une espèce d'indemnisation chômage au niveau européen qu'on appelle le programme Schur, et voilà. On a mis en commun l'achat de vaccins. Comme ça a permis à nos États en difficulté d'avoir les vaccins quand il y avait le Covid. Là, on est en train de mettre en place des efforts militaires pour soutenir l'Ukraine. Et oui, vous comprenez, l'Union européenne, c'est formidable. On achète des vaccins de merde qui plombent votre santé. En plus, on en achète pour 10 par tête d'Européens. Voilà, on en achète plus qu'il n'en faut. Et puis après, on est obligé de les jeter. Vous comprenez, c'est formidable. On va gaspiller des milliards d'euros pour soutenir l'Ukraine, qui finira de toute manière par perdre, par se faire écraser par la Russie parce qu'on veut pas s'engager militairement. Voilà, c'est bien l'Union européenne. On gaspille des milliards d'euros et on le fait avec le sourire. Et on nous a dit, qui aurait imaginé que l'Europe aurait pu faire ça? La Banque centrale qui a changé, bande de rabat-joie, tout ça c'est tellement bien, vous ne voulez voir que le négatif, tout ça c'est merveilleux, l'Europe a changé, c'est promis, l'hirondelle fait le printemps. La logique de solidarité n'existe pas tant que ça, parce que la mauvaise concurrence entre Européens continue, et que les Européens ont passé leur temps, depuis la création de l'euro et du marché unique,
à imaginer une stratégie non coopérative pour refiler leur chômage chez le voisin. Donc, cette solidarité européenne reste plus relative qu'autre chose. Et je tiens à souligner que si les États ne veulent pas rembourser ce fameux plan en tant que tel, il faut que l'Union européenne lève des ressources propres, c'est-à-dire développe des taxes, etc. Parce que en fait, l'Union européenne a fait un truc, c'est marrant comment on est resté silencieux sur ça. Elle est allée sur les marchés financiers pour lever des fonds, alors que elle n'avait pas encore engagé les ressources nécessaires pour couvrir l'affaire. Un État aurait fait ça, on aurait eu des unes terrifiantes, donc je ne sais pas combien de journaux pour dire « mais quel gabegie, quelle façon de faire », etc. Donc, si l'Union européenne ne lève pas suffisamment de ressources propres par rapport à ce plan, ce sont les États qui vont couvrir. Pour l'instant, sur la question des ressources propres, tout n'est pas encore réalisé. Donc, la solidarité européenne, elle reste bien relative parce que les États européens se font concurrence entre eux, ils sont incapables d'avoir une position totalement claire sur la question ukrainienne. N'en parlons pas de la question israélo-palestinienne où l'Europe est dans la confusion totale, pour ne pas dire pire. Donc là-dessus, c'est le grand n'importe quoi général. Donc la solidarité européenne, elle reste bien relative. Relative dans la mesure où on donne des milliards de subventions à des pays comme la Pologne, à des pays d'Europe de l'Est, qui nous envoient des travailleurs détachés, qui nous piquent nos entreprises, et qui en plus, quand ces pays-là reçoivent des fonds européens payés par l'Allemagne, la France, par les pays contributeurs, qui, plutôt que de choisir des entreprises françaises pour acheter de l'armement ou pour, par exemple, construire des ponts, des infrastructures, ils font appel à qui? À la Chine et aux États-Unis. Voilà. Mais bon, l'Europe, l'Europe, c'est un contrepoids à l'Inde, à la Chine, aux États-Unis. Moi, j'aurais plutôt dit un poids plutôt qu'un contrepoids. Mais bon. Et puis, la solidarité, pour qu'elle existe, il faudrait engager des dépenses au niveau européen, avec le soutien de la Banque centrale, considérables, pour faire des investissements par rapport aux questions écologiques, par rapport aux questions militaires. La solidarité, elle reste très relative, parce que ça voudrait dire que chaque État contribue davantage au budget européen, parce qu'on sait très bien qu'en Europe, il y a quelques contributeurs nets, et les autres passent au guichet. C'est-à-dire, il y a certains qui donnent plus qu'ils reçoivent, genre la France, genre l'Allemagne, genre l'Italie, avant il y avait genre l'Angleterre, mais bon, genre il n'y a plus l'Angleterre. Les autres, ils contribuent moins plus qu'ils en reçoivent. Donc, c'est une solidarité à géométrie variable, très relative, et qui n'est pas orientée vers le mieux-disant. Sauf qu'évidemment, ceux qui aiment croire que les rondelles font le printemps vont nous sortir toujours la même rengaine. Hein. C'est-à-dire, c'est quand même un peu mieux. C'est comme lorsque la BCE avait un peu changé de son braquet, c'est quand même un peu mieux. Mais quand on voit les nouvelles règles budgétaires qui sont sorties, c'est une catastrophe. Même des économistes orthodoxes reconnaissent qu'on ne va pas pouvoir faire grand-chose avec ce nouveau cadre budgétaire. Donc, solidarité, je veux bien, mais bien relative. Dans ce cadre, à défaut de solidarité, on a des pays pour s'en sortir qui ont tout misé sur le dumping. C'est le cas par exemple du Portugal qui a essayé d'attirer les investisseurs étrangers et aussi les retraités fortunés par des avantages fiscaux et sociaux. On a l'Irlande aussi qui est un véritable paradis fiscal niché au sein de l'Europe. Qu'est-ce qui se passe pour les pays qui optent pour cette stratégie? En fait, cette stratégie, elle est d'une certaine façon primée, parce que comme il s'agit d'être compétitif, etc. Bon, ces pays, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent les leviers qui leur restent à disposition, fiscal, social, même affaire, et tout. Et donc, ces pays vont jouer contre les autres. Là encore, absence de solidarité, non coopération. Aujourd'hui, Malte, Pays-Bas, Irlande, Luxembourg sont des paradis fiscaux. C'est-à-dire qu'on a créé une Union européenne avec des paradis fiscaux en son sein. Ce qui est une folie, parce que c'est scier la branche sur laquelle on était. Alors le Portugal, malheureusement pour lui, on a le mémorandum qui lui a été imposé, par exemple, a obligé le Portugal à déréguler son marché immobilier, ce qui a eu pour conséquence que Lisbonne est une capitale où les Portugais n'arrivent plus à y vivre, que si on prend le quartier historique qui était un quartier populaire autrefois, mais qui n'est plus, qui est l'Alfama, il y a 70% des logements, c'est du Airbnb. Bon. Une spéculation terrible qui fait souffrir les Portugais de manière considérable. C'est évident que le nouveau gouvernement, plutôt de centre droit, ne va pas corriger ce genre de situation.
Donc évidemment, les logiques non coopératives continuent. Donc, et comme elles continuent et chacun joue de son argument, en disant, bah voilà, je vais jouer sur la fiscalité et sur le social, qui va encore trinquer à l'arrivée? C'est toujours les travailleurs. Parce que il va falloir modérer les salaires ou faire la poche des chômeurs, comme le fait le gouvernement avec sans vergogne à l'heure actuelle. C'est-à-dire en tapant dans l'assurance chômage, en désignant les chômeurs comme responsables de ce qui leur arrive ou de la fainéantise qui les caractérise. Donc je crois que ces logiques profondes qui traversent l'Union européenne, c'est-à-dire ce dumping fiscal, social, oui, alors on peut dire hirondelle faisant le printemps, oui, on a fait par exemple cette directive qui était adoptée sur l'ubérisation, sur les travailleurs, donc on a un peu amélioré leur situation, c'est quand même un peu mieux que, etc., que la France a rejeté d'ailleurs, qui ne l'a pas accepté. Donc, ces logiques-là vont demeurer, parce que la concurrence qu'on veut libre et non faussée, à tous les coups sont permis. La solution, je le redis encore une fois, c'est le Frexit. Sortons de cette Union européenne qui nous vassalise, qui nous vampirise notre indépendance, qu'elle soit économique, monétaire, diplomatique, et j'en passe. Il faut se libérer de ce carcan. Et il faut faire comprendre au maximum de Français l'intérêt de sortir de cette daube, de cette arnaque, de cette fumisterie, pour que la France redevienne libre et indépendante et qu'elle trace son propre chemin. Voilà, là, s'en sortira beaucoup mieux. Et puis rien n'empêche de créer des partenariats avec des pays européens, mais sur des bases gagnant-gagnant. Voilà. Il n'y a que comme ça qu'on va réussir à s'en sortir. Mais la voie est déjà bien obstruée et c'est un combat qui est encore long. Sur ce, je vous laisse et la vidéo en entier dans la description. Elle dure 1 h 30 si vous voulez la regarder. Et puis à la prochaine pour une prochaine vidéo.